Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le studio de 24 heures sur la Une est encore en travaux et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore le journal que nous vous présentons n'est pas tout à fait celui que nous espérions faire, notamment en ce qui concerne l'illustration. Je vous demande de vous en excuser, mais croyez bien que les techniciens et les ouvriers travaillent d'arrache-pied et que très bientôt vous serez avec nous dans nos nouveaux meubles. Cela dit, voyons de quoi est faite l'actualité d'aujourd'hui. Vietnam, la paix n'est pas encore là, rien n'est signé. La négociation est entrée dans sa phase la plus critique. Djibouti, M. Pompidou a dit ce matin, la France fera respecter l'appartenance française du territoire des Afars et des Issa. Il neige en montagne, les skieurs retrouvent leur sourire. Et puis aujourd'hui, il y a l'emprunt. Il faut plutôt dire il y avait, car à peine ouvert, cet emprunt est terminé. Officiellement, on pouvait souscrire depuis 9 heures ce matin, mais la demande a été telle que l'emprunt a été couvert très vite. Pourtant, devant l'afflux des demandes, M. Giscard d'Estaing avait décidé une rallonge de 1 milliard de francs. Le montant de cet emprunt 73 avait été fixé à 5 milliards et demi. Il est donc de 6 milliards et demi. Une de nos équipes est allée voir ce matin comment se passaient les opérations de souscription. Pas d'affluence particulière, pas de ruée ce matin dans les établissements, banques et postes notamment, chargés de placer l'emprunt. Ce n'est pas étonnant, en fait la plus grande part des 5 milliards et demi constituant le montant initial de l'emprunt avait déjà été réservée. Je crois que nos clients avaient pris leurs précautions dès l'annonce de l'emprunt. Nous avons eu beaucoup de questions posées en décembre et les premières souscriptions sont arrivées à partir du 15 décembre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont attendu ce matin, jour de l'ouverture de l'emprunt, pour demander à souscrire? Ne me semble pas. J'ai reçu ce matin quelques souscriptions par courrier, mais de petites souscriptions, très petites. On a dit que cet emprunt s'adressait à une clientèle particulière essentiellement. Est-ce que ce sont des particuliers qui sont adressés à vous? C'est exact, essentiellement des particuliers. J'ai très peu de grosses souscriptions de personnes morales, d'associations. J'ai surtout des souscriptions divisées d'un montant moyen de l'ordre de 10 à 15 000 francs, voyez-vous, avec quand même un nombre important de souscriptions de 1 000, 2 000 ou 3 000 francs. Il est un peu plus de 11 heures maintenant. Si des gens se présentaient chez vous pour souscrire à l'emprunt, est-ce qu'il reste du papier? Je pourrais encore les servir. Ce n'était déjà plus le cas 1 heure plus tard. Malgré la rallonge de 1 milliard annoncée dans la matinée, l'emprunt était clos à midi. Un succès dont il fallait se douter, de nombreuses banques et la Poste n'avaient déjà plus de titres à vendre à 9 heures, heure du lancement officiel de l'emprunt. L'attente, l'incertitude, un certain espoir. Ainsi peut-on définir ce matin la situation à propos du Vietnam. Beaucoup de rumeurs, beaucoup d'impressions, beaucoup de on-dit, mais les faits précis se résument en fait à 3 choses. Premier fait, depuis 4 heures hier après-midi, plus aucune bombe, plus aucun obus ne tombe sur le Nord-Vietnam. Les bâtiments de la 7e flotte qui se trouvaient dans le golfe du Tonkin redescendent vers le 17e parallèle et les bombardiers B-52 restent sur leur base. Deuxième fait, M. Kissinger va revenir à Paris. Troisième fait, le général Haig a mis au courant le président Thieu de l'état des pourparlers. Les Nord-Vietnamiens ont accueilli l'arrêt des bombardements sur l'ensemble de leur pays avec un optimisme prudent. M. Kissinger en avait averti M. Leductot la semaine dernière à Paris avant de reprendre l'avion pour Washington. D'autre part, le fait que M. Kissinger revienne à Paris à une date qui n'est pas encore fixée signifie que la négociation, si elle a certainement avancé, n'est pas encore terminée. Mais, d'après ce qui se dit à Washington, l'essentiel est fait. Mais la partie se joue aussi à Saïgon, où le général Haig, l'adjoint de M. Kissinger, discute avec le président Thieu. Notre envoyé spécial à Saïgon, Michel Bader, nous dit comment là-bas on voit la situation. L'atmosphère s'alourdit assez sensiblement depuis quelques jours à Saïgon. Pourquoi l'éventualité très prochaine d'un cessez-le-feu? Car on parle ici d'une signature possible dans les jours, sinon les heures qui viennent. Est-elle accueillie avec autant de réticence? Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'un accord entre Américains et Nord-Vietnamiens signifie en clair pour Saïgon le désengagement complet de l'Amérique dans la guerre du Vietnam.
La deuxième raison, on veut bien ici traiter entre Vietnamiens, mais pas le couteau sous la gorge. Or, ce couteau, ce sont les quelques 180 à 300 000 hommes, suivant les estimations, de l'armée régulière du Nord-Vietnam, infiltrée au sud. Si dans les quelques heures qui précéderont, ou dans les quelques jours qui suivront un cessez-le-feu, les communistes tentent, comme ils l'ont déjà fait, de s'emparer très vite et par la force du maximum de villages et de villes pour contrôler un maximum de population, les Sud-Vietnamiens ne resteront probablement pas l'arme à la bretelle et l'on risque alors de connaître une période de cessez-le-feu encore plus meurtrière que la guerre elle-même. Conclusion, une conclusion provisoire, on est probablement dans la phase critique, celle où tout peut réussir, mais où tout peut encore capoter. Deuxième journée à Djibouti du président de la République. Cette journée a commencé par la présentation des corps constitués devant lesquels M. Pompidou a précisé la place que le territoire des Afars et des Issa devait tenir. L'appartenance du territoire à la République française, a-t-il dit, résulte de la volonté librement exprimée de la population. C'est dans le cadre de la République et seulement dans ce cadre que vous pouvez à la fois affirmer votre originalité et votre personnalité propre et espérer un progrès dans le niveau de vie des populations. Nos envoyés spéciaux nous ont fait parvenir ce matin les premières images du séjour à Djibouti du président de la République. Djibouti, capitale du territoire français des Afars et des Issa, c'est le premier voyage du chef de l'État dans un territoire d'outre-mer. Il était 17h hier, heure de Djibouti, 15h à Paris, lorsque le DC-8 présidentiel s'est posé. Le président de la République, accompagné par M. Degnaud, est accueilli par le haut-commissaire, c'est, si vous voulez, le préfet du territoire, et M. Ali Aref, le président du Conseil du gouvernement. Puis de l'aéroport à sa résidence, sur le parcours, le traditionnel accueil d'un pays africain. Beaucoup de monde, vous le voyez, beaucoup de slogans de bienvenue. Les Afars et les Issa sont là, malgré des consignes d'abstention de certains leaders de l'opposition. C'est la preuve que depuis le référendum de 1967, personne ne veut remettre en cause les accords entre Djibouti et la France. Ce matin, le président a assisté à un défilé militaire. En effet, 4500 soldats sont stationnés ici à Djibouti. C'est une base militaire permanente. Ce soir, devant les députés, le président de la République évoquera la présence française à Djibouti, qui, malgré la fermeture du canal de Suez, demeure la porte sur la mer Rouge et l'océan Indien. Djibouti, 24 heures sur la une. M. Gérard Nicou a lancé un ultimatum au gouvernement. Au cours d'une réunion hier à Arras, le leader du SID-UNATI a affirmé que pas un ministre ne pourrait prendre la parole dans la région Rhône-Alpes si, d'ici au 31 janvier, le gouvernement ne lui donnait pas satisfaction sur le problème de la retraite et de l'assurance maladie des non-salariés. M. Giscard d'Estaing a démenti hier que la France ait proposé une augmentation du prix officiel de l'or. Il est possible, a déclaré le ministre des Finances, que les experts aient mis au point un document à ce sujet, mais le gouvernement français n'a pris aucune initiative et n'a donné aucune instruction. Les déplacements de Mme Golda Meir sont décidément surprenants. Après son entrevue d'hier avec le pape Paul VI, le Premier ministre israélien est attendu aujourd'hui à Genève. Mme Golda Meir doit y rencontrer le président de la Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny. Pour en revenir à la rencontre d'hier avec le pape, le Vatican, comme les Israéliens, sont d'accord pour la qualifier d'historique, mais il semble bien que chacun soit resté sur ses positions. Rencontre historique, certes, mais c'est le seul aspect positif de ces entretiens dont les Israéliens attendaient beaucoup, mais que les observateurs du Vatican ont qualifié d'échec diplomatique. Pour rectifier cette dure appréciation, Mme Golda Meir a tenu une conférence de presse. Le Vatican a dit « c'est le Premier ministre israélien qui a demandé l'audience au pape ». Mme Meir répond « non, je n'ai pas eu recours à la force pour entrer au Vatican, il est difficile de dire qui a fait le premier pas ».
Sur un ton inhabituellement nerveux et agressif, le porte-parole du Vatican a déclaré que l'audience accordée par le pape à Mme Meir n'implique aucun changement dans l'attitude du Saint-Siège à l'égard d'Israël, avec qui il n'entretient pas de relations diplomatiques, ni au sujet de la ville sainte de Jérusalem, pour laquelle il réclame toujours un statut international. Et le porte-parole a tenu à souligner le caractère cordial des relations entre le Vatican et les pays arabes, déclaration qui a été considérée comme un véritable soufflet diplomatique, dont la presse arabe ce matin se réjouit vivement. Mme Meir semble avoir été affectée par ces propos. Dans sa conférence de presse, elle a tenu à préciser qu'elle n'a jamais eu l'idée que le Saint-Siège devrait changer sa politique à l'égard des pays arabes, mais qu'elle a voulu tout simplement discuter avec le souverain pontife de la recherche de la paix au Moyen-Orient. Bilan de cette visite de Mme Meir au Vatican: 1. Elle n'a pas apporté le regain de prestige que la presse israélienne attendait du voyage du Premier ministre israélien en Europe. 2. Le Vatican semble vouloir garder ses distances à l'égard d'Israël. Conférence de presse ce matin à Paris de M. Guichard, le ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire. Deux thèmes principaux dans cette conférence de presse. D'abord, l'analyse du programme commun de la gauche en ce qui concerne l'équipement, et ensuite les relations entre les fonctionnaires et l'État, notamment à la suite des différentes affaires mettant en cause certains services du ministère de l'Équipement. Jacques Poux a suivi cette conférence de presse de M. Guichard. Les vœux de M. Guichard étaient un prétexte pour préciser certaines positions politiques du gouvernement. Et il est à retenir que ce matin, au cours de cette véritable conférence de presse, M. Guichard s'en est pris notamment au programme commun de la gauche en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'équipement, le logement et le tourisme. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'a dit M. Guichard, ce serait trop long, mais pour résumer sa pensée, le ministre a dit notamment que le programme commun, en ce qui concernait son domaine, ne faisait très souvent que reprendre les idées de l'actuel gouvernement. Deuxième point, une mise au point après l'affaire Aranda et l'affaire Lamoureux au sujet du rapport sur le port de Bormes-les-Mimosas, et cette mise au point concerne l'information et le fonctionnaire. Le fonctionnaire doit être discret pour M. Guichard. Alors, est-ce à dire, Monsieur le Ministre, qu'un fonctionnaire doit être muet comme une carpe et que l'administration ne doit pas être une véritable maison de verre pour le public? Vous avez parlé de discrétion, il n'y a pas que la discrétion. Le fonctionnaire a, à mon avis, deux devoirs. Un devoir de discrétion et un devoir d'information. Mais ce n'est pas du tout contradictoire. Ce qui est important, c'est qu'il ait le sentiment d'appartenir à une administration qui ne doit pas être fragmentée, où le ministre est responsable de l'ensemble des décisions, et que, parallèlement, quand il est au contact du public, et notamment des élus locaux, il fasse le maximum d'informations sur les problèmes qu'il traite. Mais on peut très bien envoyer un rapport au ministre ou à un directeur du ministère qui ne soit pas publié sans qu'il y ait manquement à l'information. Par contre, quand on vit avec des maires, comme c'est le cas de tous nos directeurs de l'équipement, il faut les informer au maximum sur le travail quotidien. Voilà ce que j'ai voulu redire ce matin en réaffirmant que la responsabilité du ministre dans ce domaine ne se divisait pas. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La station soviétique Luna 21 a déposé sur la Lune un engin automatique, Lunarod 2, qui va explorer le sol lunaire comme les Américains l'ont fait avec leur Jeep, à cette différence près que Lunarod est dirigé de la Terre, qu'il n'y a personne dedans. C'est la deuxième expérience de ce genre que font les Russes. Un mois après l'arrêt du programme Apollo par les Américains, la Lune appartient désormais aux Soviétiques. Lancée le 8 janvier dernier, Luna 21 s'est posée cette nuit à 23h35 heure de Paris, dans le cratère Lemonnier à l'est de la mer de la Sérénité. Et le Lunocode 2, que voici, cet engin automoteur automatique, est venu prendre place sur le sol lunaire pour une exploration qui pourrait durer très longtemps. Lunocode 2 pèse 840 kg, il transporte un matériel français, à savoir un réflecteur laser, qui permettra des mesures de distance extrêmement précises au cours de la vie de Lunocode 2. L'engin automatique va maintenant explorer le sol lunaire, mais sa première mission consiste à rester immobile pendant 2 jours, de façon à recharger ses batteries solaires. Cette marmite lunaire, comme on l'appelle, dès qu'elle sera en état de rouler, pourra explorer le cratère Lemonnier d'abord, puis tous les alentours de cette partie de la mer de la Sérénité.
Une exploration extrêmement importante. Sur la Lune, maintenant, la place est aux robots. Un drame en Italie. Une explosion s'est produite ce matin dans une ferme près de Cosenza, en Calabre. D'après les premières informations que nous possédons, 13 personnes ont été tuées par cette explosion. Les 11 membres d'une même famille, le père, la mère et leurs 9 enfants, ainsi que 2 voisins. Les responsables des stations de sport d'hiver et les hôteliers ont retrouvé le sourire. Il neige enfin en altitude depuis hier. La couche atteint entre 15 et 30 cm selon les stations. Mais, car il y a un mais, parce qu'il ne fait pas très froid, cette couche de neige fraîche risque, paraît-il, de provoquer des avalanches. Et à ce sujet, Jean-Pierre Quitter a suivi l'entraînement à Montgenèvre, près de Briançon, des hommes qui, avec leurs chiens, s'entraînent à porter secours à ceux qui sont pris dans une avalanche. L'homme qui va descendre de cet hélicoptère s'appelle Puy-Aubert. Déporté à Buchenwald, il a vu pendant 2 ans des chiens dressés à tuer. Il s'était juré, s'il en sortait vivant, de consacrer sa vie à dresser ces mêmes chiens pour sauver des vies humaines. Il a tenu parole. Depuis 12 ans, il s'occupe des chiens de la gendarmerie. Un trou dans la neige dans lequel nous essayons tant bien que mal de nous installer, des conditions, disons, presque naturelles d'avalanche. C'est-à-dire qu'au-dessus de nous, il y a environ 80 cm à 1 mètre de neige. Ce trou va être recouvert tout à l'heure, si bien que nous serons dans des conditions totales d'isolement, les conditions dans lesquelles se trouvent les gens en général prisonniers d'une avalanche. Et c'est ensuite que le travail du chien, de l'équipe entre l'homme et le chien va commencer. Nous allons la suivre presque en direct. Ton thème d'exercice consiste alors... il y a une avalanche qui est partie de tout en haut, là-haut, qui est descendue dans ce goulet, dans ce couloir, tu le vois très bien là devant nous. Alors il reste 2 bonhommes à rechercher et un sac également. En fonction de ce que je t'ai dit, c'est à toi de voir si tu fais une recherche systématique ou une recherche orientée. Divisés en 3 groupes de travail, hommes et chiens ont travaillé pendant 5 jours sur les pistes de Montgenèvre, avec la compagnie et le peloton de gendarmes de haute montagne de Briançon. C'était la première fois que pareil stage était organisé en France. Auparavant, tous les exercices se déroulaient à Verbier, en Suisse. À chaque exercice, les chiens mettaient moins d'1 minute pour retrouver la personne ensevelie sous la neige. Nous avons actuellement 14 chiens d'avalanche, 4 pour le secteur pyrénéen, 10 pour le secteur des Alpes. Pour moi, il y a une équipe d'intervention homme-chien d'avalanche. Le chien, pour nous, c'est l'antenne. Avec une antenne de talkie-walkie, on ne fait pas grand-chose. Avec le boîtier seul, on ne fait pas grand-chose non plus. Il faut bien le dire, actuellement, le seul et unique moyen efficace et rapide d'intervention en avalanche, c'est le chien. D'autres moyens, il en existe, et peut-être seront-ils un jour aussi efficaces, mais pour l'instant, ils ne sont pas aussi rapides. Troisième élément d'intervention, l'hélicoptère, car l'homme et son chien doivent être le plus vite possible sur les lieux de l'accident. Mais en fin de compte, tout dépend de la rapidité avec laquelle l'alerte est donnée. Les chiens d'avalanche sont intervenus 15 fois l'année dernière sur les pentes des montagnes françaises. Aux Jeux africains qui ont lieu actuellement au Nigeria, le Kenyan Jipcho a égalé le record du monde du 3000 mètres steeple en 8 minutes, 20 secondes et 8 dixièmes. Depuis hier, la partie magazine de ce journal est remplacée par la présentation des leaders des principaux partis politiques. Aujourd'hui, nous vous présentons le portrait de M. Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Le Pen, Jean-Marie, part à l'assaut de Paris, c'est-à-dire de la France, dès sa jeunesse. Jean-Marie Le Pen, vous avez des origines paysannes. Ça, faut dire, j'ai de la terre de France à mes godasses, moi, ça, il faut dire la vérité. Oui, ici, c'est le berceau de la famille de ma mère, ça. On a Locmariaquer, c'est ici que
Vincent et Maruissant Hervé, sa femme, ont élevé leurs 7 gosses, 5 garçons et 2 filles, sur 14 hectares de terre, dont 4 de landier. Ça veut dire que c'était pas facile, hein. C'est pas simple. Jeannot est marié, tu sais. Jeannot est marié, oui, bah oui, mais il n'y a plus que lui, c'est le dernier. Hein, et je crois que t'es le dernier cousin à pas être marié, non? Ah ben non, il y a la Trinité Et quand non. même. Mon père était patron pêcheur, mon grand-père était aussi pêcheur. Et vous voyez d'ailleurs, je suis dans ma maison, qui est une maison de marin tout à fait typique de ce pays, où j'ai connu tour à tour les différentes étapes de la civilisation moderne, puisque quand je suis né, le sol était en terre battue. J'ai vu arriver l'électricité, puis la citerne, puis la TSF, et puis ensuite l'eau courante même. La politique, c'est l'art du bien public, c'est l'art de l'intérêt général. La politique, dans le fond, ça englobe toute la vie des hommes. La politique ne devrait pas être réservée à une élite. Elle devrait être la chose du peuple. Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, c'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation. Qu'est-ce que vous préférez? Liberté, égalité, fraternité ou travail, famille, patrie? J'aurais tendance à, si vous voulez, faire comme les enfants, hein, qui on demande s'ils veulent du chocolat et du sucre. Je voudrais les deux. Toute sa vie, il a été un militant ou un dirigeant de l'extrême droite, du poujadisme au Front National. Un ami de l'ordre, des militaires et des défilés. Dans Beau Français, c'est l'image de la France, c'est l'image de la patrie, c'est le résumé du sol du peuple français, c'est aussi le symbole de la liberté. C'est en un mot, je ne sais pas, comme le visage d'une mère. Pour moi, en tout cas, c'est le plus beau du monde. Tout le monde sait que je ne suis pas gaulliste, mais de la même manière que Truman, Roosevelt, Hitler sont des personnages de l'histoire, le général de Gaulle est un personnage de l'histoire et un grand personnage de l'histoire parlée, puisqu'il a beaucoup parlé, comme chacun sait. Quels sont pour vous les grands conducteurs de peuple? Lénine ou Hitler? Lénine est un grand conducteur de peuple, Hitler, de Gaulle a été un conducteur de peuple, je pense que Napoléon a été un grand conducteur de peuple. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Jean-Marie Le Pen conduira la France? Oh, je n'ai pas cette vanité de penser que je pourrais un jour conduire la France, mais cependant, si on ne sait jamais, l'histoire le voulait, pourquoi pas? Vous êtes pour la censure? Je suis pour la censure quand des citoyens violent la loi, oui. Je crois qu'on ne peut pas tout montrer à tout le monde. Vous êtes pour la peine de mort? Je suis pour la peine de mort dans le cadre de la loi, oui. Viens, mon chien. Viens, mon gentil. Bonjour, ma belle. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Fais les chiens doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Là, ça va, ça va. Ah, ça fait du bien d'être à la maison. Pour vous, la famille, Jean-Marie Le Pen, c'est important? Pour moi, c'est le plus important. C'est à la fois le cadre de la vie des hommes, c'est là où s'enseignent les règles de la vie, l'amour, le sacrifice, c'est la réalisation de sa vie, c'est, je pense, la cellule fondamentale, essentielle des sociétés humaines. Et je crois que c'est la base de notre civilisation. Qu'est-ce que vous pensez du problème scolaire tel qu'il se pose actuellement? L'école est le lieu où se forment et où s'éduquent les futurs citoyens. Mais elle est aussi le prolongement de la famille. Elle doit donc, l'enseignement doit donc respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents, ce qui est garanti d'ailleurs par la Déclaration européenne des droits de l'homme. C'est dire qu'il faut, à notre avis et à mon avis, exclure la politique des établissements, alors qu'elle vient d'y être introduite, au contraire.
Pour cela permettra, en y rétablissant l'ordre, de gagner du temps et d'économiser ainsi l'énergie des maîtres et des élèves et l'argent des contribuables. Front National, quelle est la signification de ce sigle? Le Front National, c'est le rassemblement de l'opposition nationale aux élections législatives de 1973. C'est la volonté de regroupement de la droite sociale, populaire et nationale. Le Front National entend faire cesser l'équivoque de la politique française qui consiste à, pour la majorité, se faire élire par les voix de droite et gouverner en faisant la politique de la gauche. Je crois que Valéry Giscard d'Estaing représente la droite classique, telle qu'on l'imaginait autrefois, c'est-à-dire la droite des princes, la droite de l'argent. Je pense d'ailleurs qu'il ne s'en défend pas et sa représentation parlementaire est assez calquée sur cette image-là. Le communisme, pour moi, représente l'adversaire numéro 1, comme idéologie, comme menace pour les libertés. Voyez-vous, le communisme a été peut-être, il y a 100 ans, une grande espérance. Ce que nous pouvons en juger, à travers les régimes dans lesquels il a été mis au pouvoir, est, à mon avis, tout à fait désastreux. Aujourd'hui, les têtes pensantes du Front National déjeunent et réfléchissent. Il est non moins certain aussi que dans le courrier, le nombre de gens qui demandent notre position vis-à-vis des arrivées clandestines d'Africains et de Nord-Africains, oui, ça dépasse la norme moyenne. Il y a une inquiétude, il y a une inquiétude nationale. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine, et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. Insister lourdement, revenir sur le premier tour, parce que une grande objection qu'on fera, c'est le vote utile, et montrer aux Français qu'on peut très bien voter pour ses idées au premier tour et voter vraiment utile au second. Ça, c'est un thème important. Oui, et justement que par notre présence, pour une fois, ils pourront faire entendre leur voix au premier tour. C'est là-dessus où nous pouvons mordre. C'est les réformateurs, c'est ce que je disais. Quand on assiste au fond à une déliquescence de la majorité, qui se défait elle-même plus qu'elle est même bousculée par les autres, elle fait sous elle. Croyez-vous à la religion? Lénine a dit la religion c'est l'opium du peuple, et il est vrai qu'elle a tranquillisé et bercé, et qu'elle berce encore la souffrance des hommes, et qu'elle répond à ce besoin d'infini qu'il y a dans toute âme humaine. Ce n'est pas en Bretagne, qui est à la fois la terre des druides et la grande terre chrétienne, qu'on pourrait le nier. Êtes-vous pratiquant? Je suis un catholique, mais comment pratiquer? Y a-t-il encore d'ailleurs une pratique de la religion chrétienne? Dans tous les cas, il y en a plusieurs de telle sorte qu'il devient difficile de s'y retrouver. Je pense que vous tenez à la Bretagne, mais est-ce que vous y tenez vraiment charnellement? Oh, j'y tiens charnellement, physiquement, intellectuellement. Je suis de Bretagne d'abord, bien sûr, et mon patriotisme est d'abord régional et provincial. Je suis de France, et puis je suis d'Europe aussi. Alors Jean-Marie Le Pen, vous avez suivi avec attention la diffusion de votre film. Votre impression? Je crois qu'il est aussi complet que possible quand il s'agit de résumer une vie de 44 ans en 9 minutes. Il n'y manque même pas le petit commentaire ironique qui en fait le sel. Qu'avez-vous à ajouter? Écoutez, je crois qu'il manque peut-être dans ce film, mais quelque chose qu'il est difficile d'y placer, qui sont les hommes qui m'ont entouré, au milieu desquels j'ai vécu, les militants du syndicalisme étudiant quand je présidais la Corpo de droit, et puis dans les différents pays de l'Empire, les soldats, on en a vu, les dans le film. Combattants d'Indochine, d'Algérie, et ceux en particulier qui sont tombés pour la France, comme mon père, le fils à la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être... il manque aussi les militants politiques, au milieu desquels j'ai passé ma vie, cette portion de la population trop souvent oubliée, ces hommes qui sacrifient leur loisir, leur tranquillité, souvent leur sécurité et leur liberté, pour la défense, dans le fond, de la politique, c'est-à-dire
du bien public, de l'intérêt général. On ne les a pas vus, on pourra les voir si vous voulez bien venir par mercredi demain, je crois, au Palais des Sports où nous tenons un grand meeting. Et je crois que la vie de l'homme public, en tous les cas ma vie d'homme public, ne se conçoit pas en dehors de ce contact tout à fait intime, fraternel avec les hommes du combat politique. Et je voudrais peut-être ajouter autre chose, c'est que bien faire sentir combien notre droite, ce mouvement qui est aussi vieux mais aussi jeune que le pays, est profondément populaire, attaché véritablement non seulement à la notion, comment dirais-je, éthérée de la patrie, mais à quelque chose de profondément charnel. Et notre slogan, défendre les Français, dit bien ce qu'il y a de concret dans le programme politique que nous entendons défendre face à la majorité et face à l'union de la gauche. Je vous remercie, Jean-Marie Le Pen. Demain, nous vous présenterons un portrait de M. Alain Krivine, le leader de la Ligue communiste. En dehors du lancement de l'emprunt, le sujet de conversation à la Bourse de Paris aujourd'hui, ce sont les résultats du commerce extérieur pour l'année 72. Un bilan favorable. Gérard Vidalanche. Oui, Claude Guillaumin, favorable pour 1972, peut-être un petit peu moins bon pour décembre. Une explication, en effet, il y a eu une forte augmentation des importations, des produits que nous faisons venir en France, alors que cette augmentation des importations n'avait pas été tout de même jusqu'à présent aussi sensible les mois précédents. Mais pour l'année tout entière, enfin quoi qu'il en soit, nous, même en décembre, nous avons équilibré notre commerce extérieur, ce qui est le point essentiel. Et surtout pour l'année 72, nous avons une marge de sécurité de 4%, donc constituée par l'important des exportations par rapport aux importations. Mais le fait, peut-être le second fait le plus important, c'est que la France a ravi la Grande-Bretagne, la 4e place parmi les pays exportateurs. Nous avons ravi cette place à la Grande-Bretagne. Je crois que tout de même c'est là un succès. Les principaux exportateurs étant toujours, bien sûr, les États-Unis en raison du potentiel industriel considérable, l'Allemagne et le Japon. La Bourse de Paris aujourd'hui a été bien impressionnée par le succès de l'emprunt, 1 milliard de plus. C'est tout de même considérable. Les valeurs françaises n'ont peut-être pas un allant particulier ce matin. Il y a quelques baisses, mais disons que les cours se tiennent assez bien, avec des écarts, en tous les cas, très peu significatifs dans les deux sens, en hausse ou en baisse. Ici, c'est la radiotechnique, encore en vedette ce matin, à 740 contre 729. Ceci probablement en raison du succès de la 3e chaîne. Il y a une forte demande de récepteurs couleurs auprès de tous les fabricants. Magasins, en revanche, il y a des baisses. On connaît à présent le chiffre des ventes des grands magasins parisiens en décembre. Il y a une augmentation de 4,5%. Ce n'est pas beaucoup compte tenu du développement des affaires un peu partout. Il semble qu'il y ait une stagnation qui persiste au sein de ces grands magasins, stagnation bien entendu dont bénéficient tous ces magasins qui se créent à la périphérie des villes, aussi bien autour de la capitale qu'autour des grandes métropoles régionales et des autres villes moyennes. On constate par exemple que sur 2 ans, en 71-72, les grands magasins parisiens n'ont augmenté que de 12,5% leurs ventes. Ceci évidemment ne correspond pas à la hausse des prix intervenus au cours de ces 2 années. Des baisses ce matin, Alstom par exemple, alors que les résultats seront très bons pour 72, et Esso Standard, qui digère en quelque sorte sa hausse précédente après la découverte de pétrole à bon repos près de Lannemezan. Il faut souligner qu'il y a eu un très gros marché sur Esso Standard depuis 3 jours. 65 000 actions ont changé de main. Banque de l'Indochine en baisse, Crédit Foncier en revanche est très résistant. Tout de suite après l'emprunt d'État, le Crédit Foncier lancera son emprunt de début d'année, probablement vers le 29 janvier. Selon certaines informations, on pense que le taux d'intérêt pourrait être légèrement augmenté. Il est normalement de 8% pour les emprunts des grands organismes nationaux. Il pourrait être porté à 8,25%. L'air liquide en baisse au premier cours, vous avez vu, se redresse à 360, second cours, et Péchinet Eugène Kuhlmann est bien disposé à 147. Les valeurs étrangères sont en baisse, le plus souvent ce matin, y compris les valeurs européennes comme Petrofina, qui perd 7 francs ce matin, et également les valeurs américaines. Sur le marché de l'or, le Napoléon regagne 50 centimes à 83 francs contre 82,50, et le lingot perd 10 francs à 10 825 contre 10 835.
tandis que la rente Pinet, le 3,5-52 1958, regagne également de son côté 50 centimes à 198 francs. Voici le cours, plus exactement 197,90. On a quand même un petit peu perdu 10 centimes en séance. À vous, Claude Guillaumin. Je vous remercie de nous avoir prêté attention et je vous souhaite un bon après-midi.